À la mi-février 1943, près de Sidi Bouzid, en Tunisie, le char M411 Sherman capturé s'est immobilisé dans le sable du désert. Son étoile américaine, encore visible sous la croix allemande, peinte à la hâte. Des officiers du 531e bataillon de chars lourds se sont rassemblés autour de cette prise de guerre, leur carnet déjà à la main. Ce seul char américain, capturé intact et opérationnel lors de la bataille de Sidi Bouzid, allait déclencher une crise de confiance parmi les ingénieurs allemands, une crise qui résonnerait dans leur programme de développement de chars pour le reste de la guerre. Les règles de la guerre blindée étaient sur le point d'être réécrites, non pas par une puissance de feu supérieure ou une épaisseur de blindage accrue, mais par quelque chose que les Allemands n'avaient jamais priorisé, une excellence mécanique qui refusait tout simplement de flancher. Le char portait le nom War Daddy 2, peint sur sa coque. Son numéro de série, USA 36-716-41, indiquait qu'il avait été construit par la Lima Locomotive Works et appartenait à la compagnie G du 1er régiment blindé, 1 division blindée. Des membres d'une unité de reconnaissance allemande conduisirent ce Sherman sur 350 km à travers le terrain nord-africain jusqu'au port de Sfax, un voyage de 4 jours et demi. Chaque kilomètre révélait quelque chose qui contredisait les hypothèses allemandes sur les capacités industrielles américaines. Le moteur ne surchauffait jamais, la transmission ne tombait jamais en panne, et les réducteurs finaux maintenaient une performance constante. Les équipages de chars allemands, habitués aux arrêts mécaniques fréquents, même lors de courts déplacements, observaient avec une inquiétude croissante ce véhicule ennemi qui fonctionnait simplement sans broncher, traversant des terrains et des conditions qui auraient mis leur propre équipement hors service. Au port, War Daddy 2 fut chargé sur un cargo à destination de l'Allemagne. Le Bureau des armements de l'armée avait émis des ordres explicites. Ce char devait atteindre le centre d'essai de Kummersdorf intact et opérationnel. Les services de renseignement allemands avaient reçu des rapports fragmentaires sur la production de chars américains. Mais voir le véhicule physique rendait ces statistiques réelles d'une manière que de simples chiffres sur papier n'auraient jamais pu faire. Le Sherman représentait une production de masse à une échelle que l'Allemagne ne pouvait égaler, construite avec des principes d'ingénierie automobile que l'Allemagne n'avait pas maîtrisés. Alors que le navire naviguait vers le nord, à travers la Méditerranée, les ingénieurs de la Wehrmacht préparaient des protocoles d'essai qui allaient révéler des vérités qu'ils avaient été réticents à affronter concernant leurs propres limites et les capacités américaines. Au printemps 1943, sur le terrain d'essai de Kummersdorf, dans le Brandebourg, en Allemagne, War Daddy 2 fut déchargé du wagon de transport, portant la désignation Zugfahrt 259 et la plaque d'immatriculation allemande WW5. Les ingénieurs d'essai avaient déjà poché les mesures d'épaisseur et les angles de blindage sur chaque surface du char, le marquant de notations précises pour leur programme d'évaluation exhaustif. Le terrain d'essai de l'armée allemande à Kummersdorf, situé à 25 km au sud de Berlin, servait d'installation d'essai principale pour l'équipement allemand et allié capturé. Là, des ingénieurs méticuleux mesurèrent, testèrent et analysèrent tout, de la tension des chenilles à l'efficacité de la transmission, documentant leurs conclusions dans des rapports techniques exhaustifs. Le Sherman était sur le point de subir l'examen mécanique le plus complet que l'ingénierie allemande pouvait concevoir. Les ingénieurs d'essai allemands effectuèrent l'inspection initiale avec des équipes de spécialistes de plusieurs branches techniques. Ils photographièrent chaque composant sous des dizaines d'angles, mesurèrent chaque jeu avec des instruments de précision et documentèrent des techniques de construction qui semblaient d'une simplicité déconcertante par rapport aux méthodes allemandes. La transmission attira immédiatement l'attention des spécialistes du groupe motopropulseur. Là où les chars allemandes utilisaient des engrenages à denture droite nécessitant des tolérances précises,
et un entretien fréquent, le Sherman utilisait des engrenages à denture en chevron qui répartissaient la contrainte sur plusieurs dents simultanément. Cette conception, standard dans l'industrie automobile américaine depuis les années 1930, offrait une durabilité exceptionnelle, avec des exigences de précision minimales. Les ingénieurs allemands avaient jugé les engrenages à chevrons trop difficiles à produire en masse, compte tenu de leur capacité industrielle et de la formation de leur main-d'œuvre, mais les Américains les fabriquaient par milliers. Les essais commencèrent par des tests automobiles de base conçus pour solliciter chaque système mécanique dans des conditions contrôlées. Les ingénieurs conduisirent War Daddy 2 à travers des parcours d'obstacles conçus pour reproduire les conditions du champ de bataille, mesurant la consommation de carburant, surveillant les températures du moteur et enregistrant le comportement de la transmission sous diverses charges et conditions de terrain. Après chaque essai, ils démontèrent les composants pour examiner les schémas d'usure, recherchant des signes de contrainte, de lubrification insuffisante ou de faiblesse de conception. Les résultats contredisaient tout ce que la doctrine allemande des chars avait accepté concernant les compromis nécessaires entre performance et fiabilité. Le Sherman fonctionna de manière adéquate dans toutes les catégories et excella dans la seule métrique où les chars allemands échouaient constamment: l'endurance opérationnelle sans intervention de maintenance. L'examen du groupe motopropulseur révéla des différences de philosophie de conception qui expliquaient une grande partie des approches américaines et allemandes. La transmission du Sherman comportait 5 vitesses, avant plus une marche arrière, avec une synchronisation des rapports de 2 à 5 qui éliminait le besoin de double débrayage lors des opérations normales. Cela rendait le char presque aussi facile à conduire qu'une automobile civile, ne nécessitant qu'une formation spécialisée minimale pour les conducteurs. Les tankistes allemandes, en revanche, passaient un temps considérable à apprendre des techniques complexes de double débrayage et une gestion minutieuse de l'accélérateur pour éviter d'endommager leur transmission. La conception du Sherman acceptait que des soldats ordinaires, avec des connaissances automobiles de base, puissent opérer ces machines, tandis que les conceptions allemandes supposaient que des spécialistes hautement qualifiés seraient disponibles. Le moteur radial Continental de ce Sherman particulier démontra une tolérance remarquable aux conditions de fonctionnement variées. Les ingénieurs notèrent que le moteur maintenait une performance constante sur des plages de température qui auraient en fait surchauffer ou perdre de la puissance aux moteurs allemands. Le système de refroidissement, bien que de conception simple, s'avéra très efficace. Le système de filtration de l'air traitait le sable du désert sans l'encrassement fréquent qui affligeait les chars allemands en Afrique du Nord. Chaque système reflétait une philosophie de conception qui privilégiait la fonctionnalité pratique plutôt que l'optimisation théorique. Les 6 et 7 juin 1943, sur le champ de tir d'artillerie de Hillersleben, le ministre du Reich Albert Speer arriva pour présider une importante conférence sur l'armement à laquelle assistaient des dirigeants de l'industrie de l'armement et des officiers supérieurs de la Wehrmacht. Le programme de démonstration comprenait des essais de montée de côte comparant les chars allemands et les chars alliés capturés. War Daddy 2 se tenait aux côtés des dernières conceptions allemandes, y compris un char Panther Ausf, dit tout juste sorti de production, et un chasseur de chars Ferdinand, représentant la technologie de véhicules blindés de combat la plus avancée d'Allemagne. Speer, responsable de la production d'armements allemands et personnellement redevable à Hitler des résultats, avait besoin de comprendre ce que l'industrie américaine pouvait produire et comment les conceptions allemandes se mesuraient à l'équipement ennemi. La démonstration allait fournir des réponses qu'aucun, ni Speer ni les concepteurs de chars allemands, ne souhaitaient reconnaître. Le Sherman grimpa la pente d'essai en douceur, sa transmission manuelle à 5 vitesses avant synchronisée de la 2e à la 5e, permettant des changements sans hésitation.
Son moteur maintenait une puissance constante tout au long de l'ascension. Le conducteur maniait le véhicule avec confiance, démontrant la facilité d'utilisation qui deviendrait une marque de fabrique du Sherman. Le Panther suivit. Son moteur Maybach HL230 de 700 chevaux, plus puissant, lui permit d'égaler les performances du Sherman, mais à peine et avec beaucoup plus de difficultés. Le Ferdinand, massivement lourd avec ses 65 tonnes et techniquement sophistiqué avec son système de transmission électrique, cala à mi-pente. Speer observa les équipes de récupération lutter pour redémarrer le véhicule, l'échec embarrassant se produisant devant des dizaines d'officiers supérieurs et de dirigeantes industrielles. Dans ses mémoires, des années plus tard, Speer écrirait sur les capacités du Sherman qu'il avait observé lors de sa tournée d'inspection en Italie en octobre 1944. Il nota que les rapports sur la mobilité tout-terrain du Sherman avaient été très favorables, le char grimpant des montagnes que les experts allemands des chars considéraient inaccessibles aux chars. Il attribua cela au fait que le Sherman possédait un moteur très puissant, proportionnellement à son poids, lui conférant une mobilité tout-terrain sur terrain plat nettement supérieure à celle des chars allemands. La 26e Panzerdivision avait spécifiquement signalé cet avantage. Ces observations du ministre allemand de l'armement eurent un poids considérable au sein des cercles de la Wehrmacht. L'évaluation publique écrite parut dans le journal Das Reich le 27 juin 1943. L'article décrivait le Sherman comme l'une des réalisations spéciales des laboratoires nord-américains et le qualifiait de « produit tout à fait louable de l'industrie sidérurgique nord-américaine ». L'article notait que les premières choses à attirer l'attention étaient sa construction en série et la satisfaction des exigences presque arrogantes de l'industrie automobile nord-américaine. L'article mentionnait le canon gyrostabilisé comme la première tentative de ce genre jamais réalisée, où que ce soit, reconnaissant l'innovation américaine dans ce domaine. Ces déclarations publiques, soigneusement formulées à des fins de propagande pour éviter de paraître défaitistes, dissimulaient néanmoins l'alarme privée qui se propageait au sein des départements d'ingénierie allemands. Les chars américains n'étaient pas seulement adéquats, ils étaient fondamentalement mieux conçus pour des opérations de campagne prolongées. De retour à Kummersdorf, les essais systématiques se poursuivirent tout au long de l'été et jusqu'à l'automne 1943. Les ingénieurs mesurèrent l'autonomie opérationnelle du Sherman, menant des essais prolongés qui poussèrent le véhicule à ses limites. Ils documentèrent des autonomies opérationnelles dépassant les 2000 km avant de nécessiter un entretien majeur, soit environ 4 fois ce que les premiers modèles de Panther pouvaient atteindre sur le terrain. Ils mesurèrent une efficacité de transmission supérieure à celle de n'importe quel char allemand, avec des pertes de puissance à travers la chaîne cinématique significativement inférieures à celle des systèmes allemands comparables. Ils examinèrent la transmission manuelle synchronisée, qui rendait les changements de vitesse fluides et simples, ne nécessitant ni le double débrayage, ni l'adaptation minutieuse du régime moteur que les transmissions allemandes exigeaient. Les réducteurs finaux présentèrent une autre révélation qui remettait en question les hypothèses de l'ingénierie allemande. Les chars Panther allemands utilisaient des systèmes de réducteurs finaux hérités de la conception du Tigre, une configuration sujette aux pannes sous contrainte. La conception utilisait des engrenages à denture droite dans des carters qui s'avérèrent inadéquats pour les charges imposées par le véhicule de 45 tonnes. Les mécaniciens allemands, en Afrique du Nord et sur le front de l'Est, avaient signalé des pannes de réducteurs finaux, forçant l'abandon de Panther après des déplacements relativement courts, parfois moins de 100 km. Les réducteurs finaux du Sherman, construits selon les mêmes principes d'engrenage à chevron que la transmission, tombaient rarement en panne, même dans des conditions de combat prolongées qui auraient détruit les composants allemands. Des projets de restauration des décennies plus tard révéleraient des réducteurs finaux de Sherman qui n'avaient nécessité aucune restauration mécanique après des années de stockage. Un témoignage des marges de conception qui dépassaient de manière substantielle les exigences immédiates.
Fin 1943, Kummersdorf avait accumulé suffisamment de données pour produire des rapports internes exhaustifs qui circulaient au sein des services techniques de la Wehrmacht. Ces documents, destinés aux officiers supérieurs de la Wehrmacht et aux fonctionnaires du ministère de l'Armement, dressaient un tableau édifiant des capacités comparatives. Le Sherman démontrait une maturité en ingénierie automobile américaine que l'Allemagne n'avait fondamentalement pas, malgré ses connaissances théoriques et son expertise scientifique. Les techniques de production de masse permettaient des tolérances qui auraient été jugées approximatives dans la fabrication de précision allemande. Pourtant, elles aboutissaient à des véhicules plus fiables et plus performants sur le terrain. Les pièces interchangeables permettaient des réparations sur le terrain avec des outils basiques et une formation spécialisée minimale. Alors que les véhicules allemands exigeaient une précision d'usine et un équipement spécialisé pour de nombreuses réparations, toute la philosophie de conception privilégiait le maintien des véhicules en état de fonctionnement plutôt que d'atteindre des performances maximales théoriques, impressionnantes sur le papier, mais impossibles à maintenir au combat. Les évaluations techniques internes allemandes documentaient des observations sur les avantages industriels américains qui dépassaient de simples chiffres de production. L'ingénierie automobile américaine reflétait des décennies d'expérience de l'industrie civile que l'Allemagne n'avait jamais développée à une échelle comparable. Avant la guerre, les États-Unis connaissaient une large diffusion de la propriété automobile, les véhicules étant courants parmi les citoyens ordinaires de toutes les classes économiques. L'Allemagne avait une expérience automobile civile bien plus limitée, les voitures restant des articles de luxe pour les riches et l'élite du parti. Le programme Volkswagen, bien que promis aux travailleurs allemands depuis 1934, n'avait livré, en 1939, pas même 1 millier de véhicules civils. Cette vaste différence de maturité de l'industrie automobile se traduisait directement dans la philosophie de conception des chars. Les Américains construisaient des chars que des mécaniciens ayant une formation automobile civile pouvaient entretenir en utilisant des compétences qu'ils possédaient déjà. Les Allemands construisaient des chars qui exigeaient une formation spécialisée et une attention constante d'experts, de personnel ayant des années d'éducation technique militaire spécifique. La comparaison avec la fiabilité des chars allemands devint impossible à ignorer à mesure que les rapports de terrain s'accumulaient fin 1943 et début 1944. Les chars Panther exigeaient des restrictions opérationnelles strictes pour éviter les pannes mécaniques qui les laisseraient immobilisés. Les conducteurs recevaient des instructions explicites de ne pas changer de vitesse fréquemment, car des changements de vitesse excessifs endommageaient la transmission. La troisième vitesse en particulier se cassait suffisamment souvent pour que les manuels de terrain déconseillent son utilisation, sauf en cas de nécessité absolue. Les Panther ne pouvaient pas tourner en marche arrière, car cela détruirait la transmission. Les virages sur place n'étaient possibles que lorsque la résistance du sol était égale sur les deux chenilles, ce qui limitait sévèrement la flexibilité tactique. Des objets étrangers pénétrant dans le train de roulement pouvaient bloquer le barbotin, nécessitant des heures de maintenance pour les retirer. Ces problèmes existaient bien que les Panther fussent construits dans des usines de chars dédiées par des ouvriers qualifiés, utilisant les meilleurs matériaux disponibles que l'Allemagne pouvait fournir. Le Sherman, en revanche, avait été conçu par des ingénieurs automobiles chez General Motors, Ford et Chrysler, appliquant des principes de production de masse qu'ils avaient développés au cours de décennies de fabrication de véhicules civils. Le char intégrait des composants automobiles commerciaux partout où cela était possible, tirant parti des chaînes d'approvisionnement et de l'expertise de fabrication existante. La transmission provenait de multiples fabricants, dont Caterpillar Tractor, Buick et Ford Motor Company, tous construisant selon des spécifications identiques avec des pièces entièrement interchangeables qui pouvaient être mélangées librement sans ajustement. Cette standardisation, routinière dans l'industrie automobile américaine, restait largement théorique dans la production de chars allemands, où chaque fabricant introduisait de subtiles variations
qui empêchait une véritable interchangeabilité des pièces. D'autres Sherman capturés arrivèrent à Kumdorf tout au long de 1943 et 1944, y compris des chars pris à des unités britanniques en Italie et aux forces soviétiques sur le front de l'Est. Chaque véhicule capturé subissait des protocoles de tests similaires, constituant une base de données exhaustive des capacités des chars américains à travers différentes variantes et périodes de production. Les Britanniques avaient rééquipé certains Sherman de leurs canons anti-chars de 17 livres, créant la variante Firefly qui remédiait à la principale faiblesse du Sherman en matière de puissance de feu. Les ingénieurs allemands examinèrent ces chars modifiés avec un intérêt particulier, notant comment le grand anneau de tourelle du Sherman accommodait le canon nettement plus grand avec des modifications minimales. Le Firefly démontrait un potentiel d'évolution intégré au design original que les ingénieurs allemands n'avaient pas envisagé lors de la spécification de leur véhicule. Le Panther, mis en production à la hâte pour contrer les chars soviétiques T-34, n'avait aucune capacité de mise à niveau d'armement significative sans une refonte complète de la tourelle et du véhicule. Le programme d'essais automobiles fut étendu pour inclure des essais de fiabilité spécifiquement conçus pour reproduire les conditions de combat. Les ingénieurs conduisirent des Sherman sur des centaines de kilomètres en tout terrain, enregistrant chaque incident mécanique, exigence de maintenance et défaillance de composants. Ils comparèrent ces résultats avec les rapports de terrain des unités de Panther et de Tiger opérant sur les fronts de l'Est et d'Italie. Les chiffres racontaient une histoire sans équivoque quant à la fiabilité comparative. La disponibilité opérationnelle des Panther était en moyenne inférieure à 40% pendant la majeure partie de 1943, certaines unités rapportant des taux catastrophiques aussi bas que 20-25%. Des bataillons Panther individuels documentèrent des périodes où moins d'un char sur 5 était réellement capable d'opérations de combat. En comparaison, les chars Sherman maintenaient une disponibilité opérationnelle nettement plus élevée sur tous les théâtres. Des données spécifiques provenant des rapports de terrain allemands documentèrent les problèmes de fiabilité des Panther avec des détails dévastateurs. En juillet 1943, pendant l'opération Citadelle à Kursk, les Panther n'atteignirent qu'une disponibilité opérationnelle de 16%. Les pannes mécaniques éliminant plus de chars que l'action ennemie. En décembre 1943, la disponibilité n'avait progressé qu'à 37%. Les rapports de février 1944 indiquaient 37% d'opérationnel. En avril 1944, ce chiffre atteignait 50% d'opérationnel. En mai 1944, il atteignait finalement 78%. Ces chiffres représentaient le pourcentage de Panther réellement capables d'opérations de combat un jour donné, le reste étant en panne, en attente de pièces ou en réparation. La progression montrait une amélioration graduelle à mesure que les défauts de conception étaient corrigés, mais même les meilleurs taux de disponibilité des Panther n'égalèrent jamais ceux des Sherman dès leur production initiale. En décembre 1943, la tendance était devenue indéniable pour tout observateur objectif examinant les données. La durée de vie du moteur de la variante diesel du Sherman dépassait les 3000 km avec un entretien approprié. La durée de vie du moteur du Panther atteignait à peine 1000 km, même après que des améliorations eurent corrigé les pires problèmes initiaux. Des rapports allemands de mars 1944 documentaient que les moteurs Panther améliorés atteignaient une durée de vie de 700 à 1000 km, présentés comme un succès. Cette amélioration ne portait les moteurs Panther qu'à environ un tiers de la capacité des moteurs diesel Sherman. Les transmissions des Sherman exigeaient une maintenance minimale entre les révisions, avec des engrenages synchronisés qui rendaient moins probables les dommages dus à une erreur du conducteur. Les transmissions des Panther exigeaient une attention constante et des réparations fréquentes, les pannes de troisième vitesse étant si courantes
que les conducteurs apprenaient à passer directement de la deuxième à la quatrième pour éviter d'utiliser ce rapport problématique. Les réducteurs finaux des Sherman fonctionnaient de manière fiable dans des conditions qui détruisaient régulièrement les réducteurs finaux des Panther en 100 à 200 km de fonctionnement. Les rapports de terrain des unités allemandes utilisant des Sherman capturés renforçaient les données des essais de Kumdorf avec une expérience opérationnelle concrète. Les unités mécanisées allemandes, désespérées d'obtenir des véhicules fiables à mesure que leur propre flotte de chars se dégradait, employaient avec empressement tout char américain capturé qu'elles pouvaient obtenir intact. Contrairement aux chars soviétiques T-34, que les Allemandes modifiaient extensivement avant utilisation, les Sherman entrèrent en service allemand sans modification. Ils ne nécessitaient pas de modification, car ils fonctionnaient correctement tels que conçus, sans défauts fondamentaux nécessitant une correction. Les équipages de chars allemands, qui avaient subi de multiples pannes mécaniques dans leurs propres véhicules, trouvaient la fiabilité du Sherman remarquable et la commentaient fréquemment dans leurs lettres et rapports. Les rapports des régiments de Panzer notaient que les opérateurs de Sherman pouvaient se concentrer sur les considérations tactiques et l'efficacité au combat, tandis que les équipages de Panther et de Tiger s'inquiétaient constamment d'atteindre le champ de bataille sans panne ou de terminer leur mission avant qu'une défaillance mécanique n'immobilise leur véhicule. La 10e division blindée SS captura 12 Sherman M4A3 à Hellesheim en janvier 1945 pendant l'opération Nordwind. Ces chars avaient appartenu au 43e bataillon de chars américains et furent capturés intacts lorsque leurs équipages les abandonnèrent pendant l'assaut allemande. Les 12 Sherman furent intégrés à la 13e compagnie du 10e régiment blindé S et servirent dans des opérations de combat pendant le reste de la guerre. Ces chars servirent de véhicules de reconnaissance et de réserve mobile, des rôles qui exigeaient un mouvement soutenu sans arrêt de maintenance et une performance mécanique fiable. Les commandants allemands reconnurent ce que les essais de Kumdorf avaient prouvé des années auparavant. Les chars américains pouvaient être fiables et fonctionner quand cela était nécessaire. Cette fiabilité, plus que la puissance de feu ou la protection blindée, déterminait l'utilité tactique dans les derniers mois de la guerre. Un Sherman arrivant sur le champ de bataille avec un canon opérationnel était infiniment plus précieux qu'un Panther à la puissance de feu supérieure, mais en panne à 20 km derrière les lignes. Janvier 1944 apporta des programmes d'essais élargis, alors que les forces de la Wehrmacht battaient en retraite sur plusieurs fronts, et que du matériel capturé supplémentaire atteignait Kumdorf. Les ingénieurs examinèrent le LM4A1 avec le moteur radial Continental Air, documentant ses caractéristiques et le comparant à d'autres variantes. Ils testèrent le M4A2 avec ses 2 moteurs diesel General Motors 656, notant son efficacité énergétique supérieure et ses caractéristiques de fonctionnement différentes. Ils évaluèrent l'M4A3 avec le moteur à essence Ford GAV8, que les équipages américains considéraient comme la meilleure motorisation du Sherman. Chaque variante démontrait la même caractéristique fondamentale. Une excellente fiabilité automobile, issue de solides principes d'ingénierie et de processus de fabrication de qualité. La cohérence entre les variantes impressionna les ingénieurs allemands, habitués aux variations de qualité significatives entre différentes fabricants produisant des véhicules nominalement identiques. Le M4A2, à moteur diesel, impressionna particulièrement les ingénieurs allemands qui l'examinèrent à Kumdorf. Les forces soviétiques reçurent 2 de ces chars par le biais du programme Lend-Lease, et un nombre significatif tomba entre les mains allemandes lors des retraites sur le front de l'Est. Le double moteur diesel GM646 offrait des performances équivalentes à celles de n'importe quelle variante de Sherman, tout en consommant substantiellement moins de carburant que les moteurs à essence. Un avantage critique alors que les approvisionnements en carburant allemands diminuaient
Les concepteurs allemands avaient expérimenté les moteurs diesel pour chars, mais abandonnèrent l'effort en raison des difficultés de fabrication et de la complexité des systèmes d'injection de carburant. L'industrie américaine produisait des Sherman Diesel aux côtés des variantes à essence sans perturber les calendriers de production, démontrant une flexibilité de fabrication et une sophistication technologique que l'industrie allemande n'atteignit jamais dans les conditions de guerre. En mars 1944, le général Heinz Guderian, inspecteur général des troupes blindées, a rapporté dans des communications officielles que les améliorations apportées à la fiabilité du Panther avaient atteint, selon ses termes, des normes acceptables début 1944. La durée de vie des moteurs avait atteint 700 à 1000 km et les problèmes de transmission finale avaient été largement résolus grâce à des modifications de conception et à l'amélioration des processus de fabrication. Cette amélioration, présentée comme un succès significatif dans les communications militaires allemandes, ne faisait que ramener la fiabilité du Panther à un niveau que le Sherman avait atteint dès sa production initiale en 1942. L'armée allemande célébrait l'atteinte de standards que les chars américains avaient dépassés dès le début, soulignant à quel point le développement des véhicules blindés allemands était à la traîne. La comparaison devenait plus douloureuse à mesure que la production de chars allemands luttait contre des pénuries croissantes de ressources et les bombardements stratégiques alliés. Les campagnes de bombardement alliés ciblaient avec une efficacité croissante les goulots d'étranglement clés de la chaîne de production des Panther et des Tiger. L'usine de moteurs Maybach à Friedrichshafen a subi de graves dommages de la part du Bomber Command de la Royal Air Force dans la nuit du 27 au 28 avril 4. Le raid a impliqué 322 avions et est décrit dans les archives de l'Imperial War Museum comme le raid le plus destructeur pour la production de chars allemands de toute la guerre. L'attaque a également détruit la ZF. Des raids de bombardement ont visé une usine de boîtes de vitesse adjacente à l'usine de moteurs. La production de moteurs et de transmissions de chars a complètement cessé pendant 6 mois. Lorsque la production a finalement repris en novembre 1944, le contrôle qualité s'était considérablement dégradé. Le travail forcé, de plus en plus utilisé dans les usines de chars allemandes, alors que les ouvriers allemands étaient enrôlés pour le service militaire, a introduit des sabotages délibérés. Des filtres de cigarettes étaient coincés dans les passages d'huile. Des joints étaient installés de manière incorrecte. Des composants s'étaient assemblés sans les tolérances appropriées. Ces problèmes n'ont jamais affecté la production de Sherman, située en toute sécurité dans des usines américaines, loin de toute zone de combat et dotée d'ouvriers motivés gagnant de bons salaires dans des conditions décentes. La différence fondamentale entre la production de chars américaine et allemande ne résidait pas dans les connaissances en ingénierie, mais dans la capacité industrielle et la philosophie de conception sous-jacente. Les ingénieurs allemands comprenaient les principes automobiles aussi bien que leurs homologues américains, possédant une connaissance théorique et une expertise scientifique approfondie. Ils n'ont tout simplement jamais appliqué ces principes de manière cohérente à la conception des chars, privilégiant d'autres facteurs. Les chars allemands mettaient l'accent sur des caractéristiques de performance qui donnaient des spécifications impressionnantes, mais une faible fiabilité en conditions de terrain. Le canon puissant de 75 mm KWK-42 du Panther et son épais blindage frontal se sont faits au détriment d'un groupe motopropulseur surchargé qui ne pouvait pas supporter de manière fiable le poids de 45 tonnes du véhicule. Les capacités redoutables du Tiger exigeaient des procédures de maintenance complexes et des réparations fréquentes par des spécialistes hautement qualifiés. Ces compromis auraient pu être acceptables si l'industrie allemande avait pu produire suffisamment de véhicules et de pièces de rechange pour les entretenir. Ce qu'elle ne pouvait pas faire, surtout avec l'intensification des bombardements alliés et l'aggravation des pénuries de matières premières. Les ingénieurs américains, formés à la production automobile de masse grâce à des décennies d'expérience dans l'industrie civile, ont conçu des chars qui pouvaient être fabriqués par dizaines de milliers
et entretenu par des mécaniciens ayant une formation de base, utilisant des compétences acquises dans la vie civile. Le groupe motopropulseur du Sherman utilisait des composants éprouvés en service commercial, avec des principes de conception directement empruntés à la fabrication d'automobiles et de camions. Le système électrique comprenait un générateur de secours qui pouvait alimenter le mécanisme de rotation de la tourelle même lorsque le moteur principal s'arrêtait, une caractéristique qui semblait un luxe inutile aux concepteurs allemands, mais qui s'est avérée inestimable au combat. Les tankistes allemandes ne pouvaient que rêver de telles commodités, en particulier ceux qui avaient vu leur mécanisme de rotation de tourelle tomber en panne lorsque les moteurs calaient dans les pentes. Ces caractéristiques n'apparaissaient pas dans les spécifications techniques allemandes, car les concepteurs allemands ne les avaient jamais considérées comme des priorités élevées par rapport à l'épaisseur du blindage et à la puissance du canon. Au printemps 1944, les unités de la Wehrmacht sur tous les fronts signalaient des problèmes mécaniques croissants à mesure que la qualité de fabrication se dégradait et que les pièces de rechange devenaient de plus en plus rares. Les Panther nécessitaient un transport ferroviaire pour des déplacements dépassant 100 km, car leur transmission finale ne pouvait pas survivre à des marches prolongées sur route. Les commandements de terrain ont émis des ordres explicites limitant le mouvement des Panthers afin de préserver les véhicules pour le combat réel, plutôt que de les perdre par défaillance mécanique lors des marches d'approche. Le véhicule de dépannage Berge Panther, construit sur un châssis de Panther pour récupérer les Panthers immobilisés, partageait les mêmes problèmes de fiabilité que le char qu'il était censé récupérer. Les commandants allemands ont fait face à la sombre réalité où les pannes mécaniques éliminaient plus de chars que l'action ennemie, certaines unités rapportant que 70% des pertes de chars étaient dues à des pannes plutôt qu'à des dommages au combat. Pendant ce temps, la production de Sherman a continué à des rythmes sans précédent que l'industrie allemande n'aurait jamais pu égaler. Les usines américaines ont produit 49 324 chars Sherman pendant la guerre, soit plus que toute la production de chars allemands de tous types combinés. Les forces du Commonwealth britannique en ont reçu des milliers par le biais du Lend-Lease. L'Union soviétique a reçu plus de 4000 variantes diesel. Les forces chinoises en Birmanie ont utilisé les Sherman avec un effet dévastateur contre les blindés japonais, technologiquement inférieurs aux conceptions américaines et allemandes. Chaque théâtre où les Sherman ont servi a confirmé ce que les tests de Kummersdorf avaient révélé. Les Sherman correctement entretenus continuaient de fonctionner dans des conditions qui auraient immobilisé ou détruit les chars allemands. Les équipages de chars allemands qui ont capturé et utilisé des Sherman ont universellement loué leur excellence automobile dans des lettres, des rapports et des entretiens d'après-guerre. Des rapports du front de l'Est ont noté que les mécaniciens allemands trouvaient même le moteur multibanc Chrysler A57 complexe, avec ses 5 blocs moteurs séparés, plus facile à dépanner que les moteurs de chars allemands qui nécessitaient des connaissances et un équipement spécialisé. Le Ford GAV8, loué par les équipages alliés pour sa fiabilité exceptionnelle et sa puissance, semblait remarquablement fiable aux mécaniciens allemands habitués aux moteurs Maybach qui exigeaient un réglage constant des jeux de soupapes, de l'allumage et des carburateurs. Le General Motors Twin Diesel, que l'armée américaine avait rejeté comme moins fiable que les moteurs à essence et relégué à la production de Lend-Lease, dépassait de loin les performances et la fiabilité de tout moteur diesel que l'industrie allemande avait produit pour les applications de chars. Les marges de conception généreuses du Sherman ont fourni un autre avantage que les ingénieurs allemands s'en sont venus à apprécier. Les composants de transmission et de transmission finale de base, initialement spécifiés pour le M4 de 30 tonnes avec 400 chevaux, n'ont nécessité aucune modification majeure pour équiper le char d'assaut M4A3E2 Jumbo de 42 tonnes avec sa protection blindée considérablement accrue. Les mêmes composants qui alimentaient le Sherman Standard ont transmis avec succès
650 chevaux, provenant de moteurs expérimentaux sans défaillance ni besoin de renforcement. Les ingénieurs allemands avaient tendance à calculer qu'un tel surdimensionnement représentait un gaspillage, une capacité excédentaire qui augmentait les coûts de production et utilisait des matériaux rares sans avantage immédiat. Les ingénieurs américains comprenaient que les marges offraient un potentiel de croissance pour de futures améliorations et une fiabilité sur le champ de bataille qui rendait l'investissement supplémentaire rentable sur toute la durée de vie du véhicule. À l'été 1944, les commandants de chars allemands, confrontés à l'invasion alliée en Normandie, savaient que leurs désavantages techniques s'étendaient bien au-delà des capacités individuelles des chars. La supériorité de l'artillerie américaine, le soutien aérien rapproché dévastateur et une capacité logistique écrasante se sont combinés pour submerger les forces allemandes, quelles que soient les spécifications des chars ou les prouesses tactiques. Mais la fiabilité du Sherman signifiait que les unités blindées américaines pouvaient soutenir des opérations continues que les divisions Panzer allemandes ne pouvaient tout simplement pas égaler. Les bataillons de chars américains pouvaient lancer des attaques, soutenir des opérations de combat, mener des poursuites et se préparer immédiatement à la prochaine opération sans arrêt de maintenance prolongé. Les divisions Panzer allemandes devaient ménager avec soin leurs véhicules opérationnels limités, calculant que chaque mouvement consommait une précieuse durée de vie restante des composants et rapprochait la défaillance mécanique. La différence de disponibilité opérationnelle déterminait quelle force pouvait maintenir la pression offensée et laquelle devait soigneusement rationner sa puissance de combat limitée. L'utilisation allemande de Sherman, capturée lors d'opérations de combat, a fourni la preuve finale de la supériorité automobile américaine du point de vue allemand. La 150e brigade de Panzer, formée spécifiquement pour des opérations d'infiltration pendant la bataille des Ardennes en décembre 1944, a tenté d'obtenir des véhicules américains capturés pour camoufler ces opérations. Les planificateurs allemands voulaient des Sherman spécifiquement en raison de leur réputation de fiabilité. Cependant, la brigade n'a reçu que 2 chars Sherman, et un seul s'est avéré suffisamment opérationnel pour les missions. Le Sherman opérationnel n'a en fait jamais vu le combat en raison d'énormes embouteillages qui ont empêché l'opération d'infiltration d'atteindre ses objectifs. Dans une opération exigeant que les véhicules fonctionnent sans panne, en opérant derrière les lignes ennemies, loin de tout soutien, seul l'équipement américain offrait des chances de succès raisonnables. Les chars allemands, même lorsqu'ils étaient pleinement opérationnels, ne pouvaient pas garantir les performances soutenues qu'exigeaient de telles missions. Le 23 janvier 1945 a marqué l'admission officielle finale de la défaillance automobile allemande. Une réunion de la commission des Panzers a produit un rapport documentant des défaillances catastrophiques des transmissions finales sur tous les types de chars allemands. Les conclusions du document étaient dévastatrices. Avant l'offensive de l'Est de 1945, il y avait 500 transmissions finales défectueuses sur les Panzer IV, 370 sur les Panther et environ 100 sur les Tiger. De plus, environ 200 défaillances avaient été signalées sur le chasseur de chars Hetzer, basé sur le châssis tchécoslovaque de 38 tonnes. Le général-lieutenant Wolfgang Thomall, chef d'état-major de l'inspecteur général des troupes blindées, servant sous Guderian, a expliqué l'impact opérationnel en termes clairs. Dans de telles circonstances, l'utilisation ordonnée des chars était tout simplement impossible. Les troupes ont perdu confiance en leurs véhicules et, dans certaines situations, ont abandonné des véhicules entiers uniquement à cause de problèmes de transmission finale, craignant d'être immobilisés et capturés. Les chars allemands, construits pour intimider par des spécifications techniques impressionnantes, ont échoué au regard de l'exigence la plus fondamentale des véhicules blindés. Une fiabilité mécanique suffisante pour atteindre le champ de bataille et accomplir leur mission. Le centre d'essai de Kummersdorf s'est préparé à l'évacuation début 1945
alors que les forces soviétiques avançaient implacablement vers Berlin. Les ingénieurs ont emballé frénétiquement les données d'essai et expédié la documentation vers des installations plus à l'ouest, espérant préserver le renseignement technique pour l'analyse d'après-guerre. Certains des chars capturés, dont au moins 2 Sherman, ont été réquisitionnés et mis en service improvisé avec les unités de combat défendant désespérément les approches de Berlin. Ces véhicules ont combattu aux côtés des conceptions allemandes lors des dernières batailles désespérées, offrant une dernière comparaison en conditions réelles de combat. Les Sherman ont continué à fonctionner jusqu'à ce qu'ils soient détruits par les tirs ennemis ou abandonnés par manque de carburant. Les chars allemands, y compris les Panther et les rares Tiger restants, sont tombés en panne en raison de défaillances mécaniques à des rythmes qui ont choqué même les équipages expérimentés habitués à une faible fiabilité. L'histoire de War Daddy II et des dizaines d'autres Sherman testés à Kummersdorf représente l'une des grandes disparités industrielles de la Seconde Guerre mondiale. Les ingénieurs allemands, œuvrant au sein d'un système industriel qui privilégiait la perfection théorique à l'utilité pratique, produisaient des chars qui semblaient impressionnants sur le papier, mais échouaient lors d'opérations de terrain prolongées. Les ingénieurs américains, appliquant des décennies d'expérience en fabrication automobile aux exigences militaires, produisaient des chars qui manquaient de sophistication technique dans de nombreux domaines, mais fonctionnaient de manière fiable dans des conditions qui mettaient à mal l'équipement allemand. Dans la guerre blindée, comme dans la plupart des opérations militaires, l'arme qui fonctionne quand on en a besoin l'emporte sur celle qui pourrait être théoriquement supérieure, si elle parvenait jusqu'au champ de bataille et accomplissait sa mission. Les analyses d'après-guerre menées par les services de renseignement américains et britanniques confirmèrent ce que les essais allemands à Kummersdorf avaient révélé. L'examen systématique des chars allemands détruits montra que les défaillances mécaniques, telles que des réducteurs finaux cassés par la contrainte, des transmissions bloquées par un graissage insuffisant ou une erreur du conducteur, et des moteurs grillés par la surchauffe ou le manque d'huile, étaient aussi courantes que les dommages au combat comme cause de perte. L'obsession allemande de la supériorité individuelle des véhicules et des spécifications impressionnantes les avait aveuglés sur l'importance cruciale de la fiabilité et de la maintenabilité. Ils construisaient des chars qu'aucun mécanicien conscrit ne pouvait entretenir sans une formation spécialisée poussée, propulsés par des moteurs qui exigeaient une attention experte constante de la part de techniciens qualifiés, et soutenus par un système logistique qui s'effondrait sous le poids cumulé de l'approvisionnement d'innombrables pièces uniques à des unités dispersées. Les leçons tirées des essais à Kummersdorf influencèrent directement la pensée en matière de conception de chars allemands au sein de la Bundeswehr d'après-guerre en Allemagne de l'Ouest. Lorsque la République fédérale commença à développer le char de combat principal Léopard 1 dans les années 1950, les concepteurs mirent consciemment l'accent sur la fiabilité et la maintenabilité plutôt que sur de pures spécifications de performance. Ils étudièrent les principes d'ingénierie automobile américaine et les appliquèrent délibérément au développement de véhicules militaires. Le char Léopard 1, qui en résultat intégra de nombreuses philosophies de conception, qui avaient fait le succès du Sherman, notamment un groupe motopropulseur robuste avec des marges de conception importantes, une maintenance facile ne nécessitant qu'un minimum d'outils spécialisés, des composants standardisés permettant des réparations rapides sur le terrain, et un potentiel d'évolution permettant de futures améliorations sans refonte complète. Le Léopard 1 devint l'un des modèles de chars les plus réussis de l'ère de la guerre froide, servant dans de nombreuses armées et restant en production pendant des décennies. Les Sherman capturés à Kummersdorf, y compris War Daddy II, avec son nom distinctif toujours peint sur la coque, représentaient bien plus qu'un équipement ennemi ramené pour examen technique. Ils étaient la preuve tangible que la maturité industrielle et des principes d'ingénierie solides basés sur l'expérience pratique importaient en plus que l'innovation technique théorique
poursuivis sans égard pour la réalité de la fabrication. Les concepteurs de chars allemands recherchaient des spécifications avancées parce qu'ils croyaient que la technologie supérieure pouvait surmonter les désavantages matériels et l'infériorité numérique. Ils avaient tort. Les concepteurs de chars américains construisirent des véhicules fiables parce qu'ils comprenaient, grâce à une dure expérience, que la logistique, la capacité de maintenance et la disponibilité opérationnelle soutenue déterminaient la victoire dans la guerre mécanisée moderne. Ils avaient raison, et leur approche s'avéra décisive. L'écart de fiabilité entre le Sherman et les chars allemands n'a pas seulement influencé la guerre blindée tactique, mais a fondamentalement façonné une compréhension plus large de la capacité industrielle militaire et de son rôle décisif dans les conflits modernes. L'Allemagne entra dans la Seconde Guerre mondiale avec des avantages techniques dans de nombreux systèmes d'armes, possédant des connaissances scientifiques et une expertise en ingénierie qui dépassait celle de la plupart de ses adversaires. Cependant, l'Allemagne manquait de la profondeur industrielle et de la sophistication de fabrication pour maintenir ses avantages par une production de masse soutenue tout en combattant simultanément des ennemis sur plusieurs fronts. Les États-Unis entrèrent en guerre avec des armes moins sophistiquées techniquement à bien des égards, mais possédaient la capacité industrielle de les fabriquer en quantité écrasante tout en améliorant continuellement la qualité, la fiabilité et les performances grâce au retour du combat. Cette approche industrielle, parfaitement illustrée par la conception et la production du char Sherman, s'est avérée bien plus efficace que la sophistication technique allemande appliquée à une production à petite échelle. Les États-Unis produisirent presque autant de chars Sherman que l'Allemagne n'avait produit de chars de tous types confondus, tout en produisant également d'énormes quantités de tous les autres types d'armes, en fournissant ses alliés via le programme Prebeil et en maintenant le niveau de vie le plus élevé parmi toutes les nations belligérantes. Cette performance économique, impossible à égaler pour l'Allemagne, même avant l'intensification des bombardements stratégiques, décida du dénouement de la guerre aussi sûrement que n'importe quelle bataille. Les calculs étaient simples et d'une clarté brutale lorsqu'examinés objectivement. Un Sherman avec un canon de 75 mm qui atteignait le champ de bataille de manière fiable et combattait efficacement, était infiniment plus précieux qu'un Panther avec un canon supérieur qui tombait en panne avant d'engager l'ennemi, ou nécessitait 3 jours de maintenance pour chaque jour d'opération. Un bataillon de chars avec 80% de ses véhicules opérationnels pouvait exécuter des missions qu'un bataillon avec 40% de véhicules opérationnels ne pouvait tout simplement pas tenter. La fiabilité n'était pas seulement un facteur de commodité ou une considération secondaire. Elle était le fondement de l'efficacité opérationnelle, déterminant si les unités blindées pouvaient exécuter leurs missions assignées. Les chars allemands échouèrent constamment à ce test fondamental tout au long de la guerre. Les chars américains y réussirent constamment. Les essais de Kummersdorf avaient prouvé cela au-delà de tout doute raisonnable dès la mi-1743. Même si les commandants allemands continuaient de déployer des Panthers et des Tigers qui semblaient redoutables et possédaient des spécifications impressionnantes, mais sur lesquelles on ne pouvait pas compter pour fonctionner au moment le plus crucial. Le char Sherman n'a pas gagné la Seconde Guerre mondiale par une supériorité technique en puissance de feu ou en protection blindée. Il l'a gagné par une supériorité industrielle exprimée en termes de fiabilité mécanique, de disponibilité constante et de facilité d'entretien. Les ingénieurs allemands à Kummersdorf comprenaient cela dès la mi-43, grâce à leurs essais exhaustifs. Ils rédigèrent des rapports détaillés documentant leurs découvertes. Ils testèrent les preuves à plusieurs reprises avec une rigueur scientifique. Ils parvinrent aux bonnes conclusions concernant les avantages américains. Mais comprendre un problème et le résoudre sont des défis fondamentalement différents. L'industrie allemande n'avait pas la capacité de réorienter la production autour des principes de fiabilité tout en menant simultanément une guerre perdue sur plusieurs fronts contre des ennemis disposant de ressources supérieures.
L'industrie américaine avait intégré la fiabilité à son secteur automobile civil au cours de décennies de concurrence commerciale et avait simplement étendu ses principes matures à la production militaire avec un succès remarquable. War Daddy II, ce seul char Sherman capturé en Tunisie, est testé de manière exhaustive à Kummersdorf pendant des mois, raconta toute l'histoire par sa fiabilité mécanique et ses performances constantes. Chaque kilomètre parcouru sans panne était la preuve que la conception des chars allemands avait pris une voie fondamentalement erronée en privilégiant les spécifications au détriment de la fiabilité. Chaque essai démontrant l'excellence automobile américaine prouvait que la maturité industrielle et l'expérience de fabrication pratique importaient plus que les calculs de performance théoriques. Chaque comparaison entre la fiabilité du Sherman et celle des chars allemands prouvait que les Américains avaient résolu des problèmes que les ingénieurs allemands ne réalisaient pas qu'ils devaient résoudre. Le char lui-même était sans particularité à bien des égards, juste un des 49 000 produits. Ce qu'il représentait était dévastateur pour la confiance allemande. La preuve que l'Allemagne avait déjà perdu la guerre industrielle, alors même que les combats se poursuivaient, et que la capacité de production américaine ne pouvait être égalée, quelle que soit la sophistication technique ou les compétences tactiques allemandes.